Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une réalité moderne qu'on a souvent tendance à mal comprendre, les véritables mécanismes de la dette. On va explorer une dynamique complètement contre-intuitive sur ce que vraiment la richesse. C'est vrai, la société nous pousse constamment à accumuler, à investir pour l'avenir, tout en jonglant un peu par défaut avec des crédits au quotidien, sauf qu'il y a une mécanique cachée, totalement silencieuse, qui tourne en arrière-plan et qui redéfinit de A à Z ce que signifie être libre financièrement. Alors plongeons-nous là-dedans et regardons comment ces concepts s'affrontent dans la vraie vie. Imaginons un instant deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première, elle fait ce qu'on entend absolument partout. Elle suit le conseil financier classique, elle investit chaque mois en bourse, cherche à faire fructifier son capital et rêve bien sûr d'atteindre la fameuse liberté financière. Pendant ce temps-là, la deuxième personne choisit une voie qui, disons-le, semble beaucoup moins glamour au premier abord. Elle ne regarde même pas la bourse, non, elle consacre chaque centime disponible à rembourser agressivement ses dettes. Sur le papier, au début, on a vraiment l'impression que cette deuxième personne stagne, voire qu'elle prend un retard monstre sur son collègue qui accumule des actions. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, quelques années plus tard, la situation de la deuxième personne est presque toujours infiniment plus solide. Et fatalement, ça nous amène à une question centrale. Pourquoi est-ce que la deuxième personne finit par l'emporter si largement? Pourquoi est-ce que ce chemin, qui a l'air un peu ennuyeux et ultra restrictif, mène au final à une capacité d'investissement décuplée et à une sécurité indéniable? Pourquoi notre cerveau nous pousse-t-il si souvent à faire l'inverse de ce qu'il faudrait pour notre santé financière? Eh bien la réponse, c'est que la dette n'est pas juste un chiffre sur un relevé bancaire. C'est une structure avec des rouages invisibles que la plupart d'entre nous ne perçoivent jamais consciemment. C'est un véritable piège qui se construit au jour le jour. Et ça nous mène tout droit à notre premier grand point, l'illusion absolue du crédit moderne. Honnêtement, aujourd'hui, vivre à crédit n'est même plus une exception, c'est devenu la norme absolue. Le système moderne tout entier est carrément architecturé autour de la dette. Au début, c'est vrai, ça se présente sous un jour hyper séduisant. On assouvit un désir immédiatement, sans aucune barrière à l'entrée. Les derniers téléphones, les voitures neuves, les études, et puis bien sûr cette explosion des fameux paiements en 3 ou 4 fois sans frais. C'est de la gratification instantanée à l'état pur, et ça masque parfaitement le vrai coût, puisque la facture est balayée vers un avenir un peu flou. Notre cerveau, qui adore les récompenses à court terme et sécrète sa petite dose de dopamine lors d'un achat, occulte complètement la douleur future du paiement. Mais le piège invisible se referme quand la motivation de départ a totalement disparu. L'objet acheté fait partie des meubles, mais les mensualités, elles restent bien réelles et implacables. Le résultat direct de tout ça, c'est la sensation super oppressante du salaire prédécoupé. C'est un peu une mort par 1000 coupures, si on y pense. 50 € par-ci, 120 € par-là, 30 € ailleurs. Prises une par une, ces dépenses ont l'air inoffensives, mais une fois additionnées, elles créent une situation paradoxale. Beaucoup de gens gagnent très bien leur vie, mais vivent avec ce sentiment constant d'étouffer financièrement, comme s'ils couraient sur un tapis roulant sans jamais avancer. Avant même d'avoir pu profiter de l'argent durement gagné à la fin du mois, une énorme part est déjà amputée pour payer des décisions impulsives du passé. Bref, la richesse, ça ne dépend pas que des rentrées d'argent, c'est aussi fondamentalement siphonné par ce qu'on doit. Ce qui nous amène à notre deuxième point, comment la dette agit comme un véritable vol du futur. On a souvent l'habitude de voir la dette comme un simple montant financier, enfin plutôt que comme une ligne abstraite sur un contrat. Mais cette vision est dangereusement incomplète, car la dette modifie carrément notre trajectoire de vie. Cette citation résume ça à la perfection. Une dette est du temps futur déjà vendu. Acheter un ordinateur à crédit aujourd'hui, c'est vrai, ça donne l'illusion d'une victoire immédiate. Mais le contrat consigne, c'est ni plus ni moins qu'une promesse de travail futur. Ça veut dire qu'une portion de notre effort physique ou intellectuel des mois à venir appartient déjà de droit à la banque. En fait, notre soi du futur est mis au travail de force pour éponger les caprices de notre soi du passé. Et plus on empile ces crédits, plus notre marge de manœuvre s'évapore. Impossible de quitter un job pesant, impossible de ralentir la cadence. On croit acheter de la liberté dans l'instant, mais on achète littéralement des chaînes pour l'avenir. Et l'impact dépasse très largement le cadre de l'argent ou du temps. La dette, c'est aussi un immense fardeau psychologique silencieux. Chaque mois, le cerveau doit gérer l'orchestration du prochain prélèvement, anticiper les dates, s'inquiéter du moindre imprévu et jongler avec la menace constante d'un découvert. Même quand on n'y pense pas consciemment, même quand on regarde un film tranquille ou qu'on dîne en famille, il y a toujours une petite fraction de notre attention qui reste mobilisée pour maintenir cet équilibre précaire. C'est une fatigue invisible, sournoise. Elle engendre du stress, elle ronge la sérénité et génère une sorte d'anxiété de fond face à demain. Pour vous faire une image, c'est exactement comme un ordinateur dont la mémoire vive, la RAM, est complètement saturée. Imaginez des dizaines d'applications ouvertes en arrière-plan. Elles ne sont pas affichées à l'écran, non, mais elles tournent. Elles pompent de l'énergie et font surchauffer le processeur. Le système entier devient lent, poussif, incapable de gérer de nouvelles tâches complexes. Eh bien, les dettes, c'est exactement la même chose sur l'esprit humain. Ça sature la bande passante mentale. Les gens se sentent bloqués,
pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce que leur esprit est encombré par des engagements qui drainent toute capacité à innover et à prendre de bonnes décisions au présent. Passons maintenant à notre troisième mécanisme caché, la redoutable machine à intérêt. On entend constamment parler de la magie des intérêts composés quand il s'agit d'investir, n'est-ce pas? Cette fameuse force qui permet de faire boule de neige au fil des années. Mais on oublie souvent un petit détail. Cette même mathématique fonctionne avec la même violence dans le sens inverse. Et quand elle est dirigée contre nous, c'est une arme de destruction financière. Essayer de mettre de l'argent de côté ou d'investir pendant qu'on traîne des dettes, c'est littéralement comme essayer de remplir une baignoire sans avoir mis le bouchon au fond. On peut ouvrir le robinet à fond, travailler 2 fois plus, tant que la dette tourne, l'argent s'échappe. Pendant qu'on bosse la journée, les intérêts, eux, bossent aussi, sans relâche, nuit, week-end et jours fériés inclus. Prenons un cas hyper concret, une dette de carte de crédit avec un taux d'intérêt de 15%. Rembourser cette dette, ce n'est pas juste un acte d'assainissement de ses comptes, c'est l'équivalent d'un investissement avec un rendement garanti de 15%, zéro risque. Et c'est là que l'ironie est mordante. On voit plein de gens s'épuiser à chasser le prochain miracle en bourse ou sur les cryptos en espérant gratter 8 ou 10% avec un risque énorme de tout perdre, tout en ignorant totalement une fuite garantie de 15% juste sous leur nez. Chaque euro remboursé, c'est un euro qui arrête instantanément de produire cette hémorragie financière mathématiquement garantie. Et voilà comment se met en place ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. C'est un grand classique. Une augmentation de salaire tombe et au lieu de s'en servir pour boucher la fameuse fuite de la baignoire, hop, le niveau de vie augmente. On prend une meilleure voiture, de nouveaux abonnements, de nouveaux crédits. C'est la course sans fin dans la roue du hamster. Plus les revenus grimpent, plus les dépenses suivent et ça oblige à maintenir une cadence de travail toujours plus dingue. Pour éviter que le château de cartes ne s'écroule. Le résultat est parfois tragique. On voit des personnes avec des salaires astronomiques, mais qui n'ont aucune sécurité. Leurs obligations financières courent tout simplement plus vite que leurs fiches de paie. Quatrième point, pour ancrer tout ça dans la réalité, l'affrontement entre 2 stratégies bien concrètes, Thomas contre Sarah. Prenons donc 2 stratégies avec exactement la même capacité d'épargne. D'un côté, il y a Thomas. Thomas a 500 € de côté chaque mois et il décide de les jeter directement en bourse, espérant une croissance, disons, de 7 ou 8% par an. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il garde sa dette de carte de crédit qui tourne à 18% d'intérêt. Thomas, il a la sensation de progresser parce qu'il voit son portefeuille boursier gonfler. Mais dans les faits, il conduit une voiture de sport avec le frein à main serré à fond. De l'autre côté, on a Sarah. Elle prend ses 500 € et anéantit sa dette en priorité absolue. Les premiers mois, Sarah, elle a l'impression pénible de faire du surplace. Elle n'a pas de compte d'investissement qui brille à regarder le matin. Elle est dans l'ombre en train de nettoyer les fondations. Mais attention, la vraie magie, elle opère une fois la ligne d'arrivée franchie. Dès que la dette de Sarah est effacée, boum, sa vie bascule. Ses charges fixes s'effondrent brutalement, son stress mental disparaît et surtout sa capacité d'épargne explose littéralement. Non seulement elle a récupéré ses 500 € de départ, mais en plus elle a libéré le montant de ses anciennes mensualités et tous les intérêts qu'elle payait dans le vide. Maintenant, chaque euro qu'elle dirige vers l'investissement travaille à 100% pour elle, sans la moindre friction. C'est à ce moment précis que la vraie accélération financière de Sarah commence. Elle est propulsée loin devant Thomas, qui continue lui de ramer contre ses propres intérêts accumulés. Ce qui nous amène à notre 5e et dernier concept majeur, le pouvoir des options. C'est ici qu'intervient un vrai basculement philosophique sur ce qu'est la richesse. On ne parle plus seulement de maths, la véritable récompense, c'est la reconquête du contrôle total sur sa vie. Réfléchissons 2 secondes. Comparons une personne qui gagne 5 000 € par mois mais avec d'énormes charges et des crédits partout, à une autre qui gagne 3 000 € mais avec pratiquement 0 dépenses fixes obligatoires. La personne la plus libre, c'est incontestablement la seconde. Avoir de faibles dépenses, ça permet de changer de job sans avoir la peur au ventre, de lancer ce projet entrepreneurial qui nous tient à cœur, de réduire ses heures pour voir grandir les enfants, ou tout simplement de claquer la porte d'une situation toxique. Les dettes nous confisquent cette flexibilité vitale. En s'en débarrassant, on s'achète le droit inestimable de choisir sa propre direction. D'ailleurs, de toute cette analyse, il ressent une vérité assez brutale que beaucoup ont du mal à accepter. La première étape vers la richesse n'est pas de construire, c'est de nettoyer. L'objectif ultime de la liberté financière, au fond, ce n'est pas d'accumuler de plus en plus d'objets matériels ou de frimer avec un gros salaire. L'objectif, c'est de dépendre de moins en moins des autres et du système. Ceux qui l'ont compris haïssent les mauvaises dettes, tout simplement parce qu'ils savent que chaque obligation ajoutée réduit leur champ des possibles. Avant de vouloir construire un immense gratte-ciel d'investissement, il faut d'abord assainir le terrain et détruire tout ce qui pourrait faire effondrer la structure au premier coup de vent. Alors, pour refermer ce décryptage, gardons en tête cette réflexion qui bouscule un peu. L'argent qu'on gagne chaque mois, est-ce qu'il sert à bâtir l'architecture d'une liberté future ou est-ce qu'il est systématiquement confisqué pour financer nos décisions impulsives d'hier? C'est vraiment le cœur du débat.
Solder ses dettes en premier, ça va tellement plus loin qu'une simple optimisation de comptable. C'est un acte d'émancipation psychologique d'une puissance folle. On ne récupère pas juste de la monnaie, on récupère des années de vie, une paix mentale absolue et la liberté ultime de tracer sa propre route. Et cette marge de manœuvre-là, eh bien, elle n'a absolument pas de prix.